C'est un mouvement qui prend des formes un peu particulières et qui effraie les pouvoirs publics. Il n'y a pas de leader repéré, il n'y a pas d'organisation pour l'encadrer, les mots d'ordre sont flous. En fait, le samedi 17 novembre, pour la France, qui a une longue pratique des conflits sociaux, c'est un saut dans l'inconnu. Alors c'est une manifestation légitime, parce que la liberté d'expression, le droit de manifester sont érigés au rang de liberté publique en France, et les gens qui utilisent ces droits-là pour faire valoir leur colère ont évidemment tout à fait raison de le faire. Mais ce qui trouble, c'est les buts poursuivis. On a l'impression que le point de départ, qui était la protestation contre le prix de l'essence, est dépassé par la colère, la rancœur qui s'exprime, avec une force que l'on a fait boule de neige. Peu connue, Ouais. bien sûr. Maintenant, tout est mauvais, tout est critiqué. Donc on ne sait pas exactement le but que poursuivent les manifestants. Par ailleurs, il n'y a pas de perspective à ce mouvement, le 17 novembre, d'accord. Et puis après, comme rien n'est organisé, rien n'est planifié, personne ne sait ce qui va se passer après. Et puis les formes même du 17 novembre posent beaucoup de questions. On parle de blocage. Plus d'un millier de blocages d'après les cartes qui sont publiées sur Internet. Mais blocage de quoi? Des routes et des rocades autour des grandes villes, très bien. Mais si ce n'est pas bien organisé, on bloquera aussi des ambulances, des camions de pompiers qui peuvent porter secours à des gens en difficulté. C'est une très lourde responsabilité. On parle de blocage de chemins de fer et d'avions. Mais est-ce qu'il est légitime de paralyser, de désorganiser tout un pays pour faire valoir des revendications? Lisez Le Monde daté d'hier. Des manifestants de l'Île-de-France disent comme une évidence qu'ils vont marcher sur l'Élysée. Mais enfin, attendez, on ne prépare pas un coup d'État quand même le 17 novembre. C'est un peu n'importe quoi tout ça. Dans ce contexte, mention spéciale à Unité SGP Police, ces forces ouvrières dans la police, qui demandent aux policiers, je cite, d'observer une journée blanche pour les timbres amendes. Alors, la proposition est ridicule, mettons ça de côté, mais c'est un très mauvais signal que l'on envoie. La police n'a pas à être du côté des manifestants. La police, elle doit permettre aux manifestants de s'exprimer, mais elle est du côté de l'ordre, du maintien de l'ordre. C'est aussi un sentiment putschiste. Parlons aussi de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin et Laurent Wauquiez qui soutiennent le mouvement, qui le récupèrent de manière un peu pathétique. Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, par exemple, disent on sera dans les blocages. Vous les imaginez ridicules dans leur voiture en train de klaxonner contre le gouvernement? Tout ça est un peu pathétique. Le gouvernement est tétanisé par ce mouvement. On a connu la France en meilleure santé. Ce matin, il y a beaucoup de blocages. On pense même que les routiers pourraient rentrer dans la danse. On entend... C'est un mouvement informel, alors il est difficile de se faire une opinion, qu'une manifestation nationale pourrait être organisée samedi. Je ne sais pas si le gouvernement joue exactement la carte de l'apaisement, mais il a en tête la possibilité du pourrissement, et pour l'instant, il n'y est pas. Ouais. Le gouvernement a dû constater, comme nous, que le mouvement ce week-end a été un succès, parce que pour un mouvement qui n'est pas organisé et qui n'a pas de leader, mettre 300 000 personnes sur le terrain, à peu près 2000 points de blocage, c'est globalement un succès. Puis, nous savons tous, nous sentons tous que les gilets jaunes sont soutenus bien au-delà de ce qu'ils montrent sur le terrain. Pourquoi sont-ils soutenus? Parce que le ras-le-bol fiscal, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire assez d'impôts et assez de taxes, est un sentiment qui aujourd'hui est partagé et qui est très fort. C'est un vieux sentiment dans la société française. On en repère dans son histoire des manifestations nombreuses du ras-le-bol fiscal. Et là, il s'est cristallisé autour de la voiture et de l'essence, parce que, on le sait, dans les campagnes, dans les villages, dans les petites villes, il est impossible de vivre sans voiture. Et si vous avez le sentiment que le gouvernement vous empêche de vivre en rendant l'utilisation de la voiture plus difficile, eh bien, c'est la colère. Comment calmer cette colère? C'est extrêmement simple à dire, pas à faire. Il faut baisser les impôts. C'est tout simple. Simplement, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impôts et de taxes en France? Eh bien, il y a autant d'impôts et de taxes parce que la France est championne de la dépense publique, championne d'Europe. Nous sommes le pays d'Europe qui dépensons le plus d'argent public pour les services publics et puis pour beaucoup d'autres choses. Et nous dépensons même tellement d'argent que la masse des impôts et des taxes ne suffit pas à couvrir la dépense. D'où les déficits. Donc s'il fallait baisser les impôts, il faudrait aussi baisser les dépenses publiques. Donner moins d'argent à qui? Aux policiers, aux hôpitaux, aux écoles, aux collectivités territoriales. C'est là que le gouvernement est coincé. Et puis il est coincé doublement. C'est que quand on dit que les impôts sont impossibles à baisser, en fait il y a l'exemple il y a 18 mois d'un impôt qui a baissé, l'impôt sur la fortune. Alors du coup au sentiment de colère des gens des classes moyennes s'ajoute le sentiment d'injustice puisque les riches ont vu leurs impôts baisser. Ouais. Tout ça décrit une situation extrêmement bloquée que même ceux qui essaient de récupérer de manière assez navrante ce mouvement ne formuleront pas des réponses. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez ne nous diront pas eux non plus quels impôts baisser. Ça dépasse le clivage politique, vous voulez dire, c'est plus profond. La politique est dépassée par ce mouvement, donc il va continuer, et quand on voit les bilans du week-end, 1 mort, 400 blessés, on peut quand même avoir froid dans le dos.
Et les Gilets jaunes poursuivent leur mouvement. Une manifestation est prévue samedi à Paris. L'inquiétude grandit au sein du gouvernement et de la majorité. Il se murmure que le Premier ministre, Édouard Philippe, serait trop rigide. Jean-Michel Apathy. Tout le monde est resté sur le mot d'ordre du Premier ministre. C'était dimanche soir sur France 2. Je garde le cap. Alors il y a un ministre, alors, tout ça c'est évidemment des conversations privées parce que publiquement il ne peut pas le dire. Il dit oui, il garde le cap sur le mur sur lequel on est en train de s'écraser. Parce que aujourd'hui, vu l'état de la crise, beaucoup de gens dans la majorité, et Emmanuel Macron aussi, mais je vais vous en reparler, pensent qu'il faut ouvrir un dialogue quelque part, céder quelque chose quelque part. De manière significative, c'est passé un peu inaperçu. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui n'intervient jamais sur la politique intérieure, il est sorti du bois, il est venu au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 lundi soir, et il est venu avec la volonté de faire entendre une musique différente à propos des Gilets jaunes de celle que nous avait fait entendre Édouard Philippe. On écoute Jean-Yves Le Drian. Il y a une souffrance qui s'est exprimée dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est une souffrance qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre, qu'il faut respecter. Et nous, auditeurs, on doit comprendre qu'Édouard Philippe entend insuffisamment cette souffrance. C'était le message de Jean-Yves Le Drian lundi soir sur Europe 1. Depuis lundi, des députés, nombreux, s'adressent directement à l'Élysée en disant notamment aux conseillers d'Emmanuel Macron, mais pourquoi Édouard Philippe, dimanche soir, a refusé la proposition de Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui disait, alors c'était un peu technocratique sans doute et difficile à comprendre, il faut faire une table ronde autour de la transition écologique. C'était une offre de dialogue, Édouard Philippe l'a refusé, et ça aussi ça a été mal vécu. D'ailleurs, deuxième dissidence au sein du gouvernement, François de Rugy, qui est lui chargé de la transition écologique, a dit hier matin, ça serait bien si on regardait de nouveau la position de Laurent Berger. Et donc, c'est la deuxième contestation d'Édouard Philippe au sein du gouvernement. Le résultat, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de reprendre les choses en main. Il voit beaucoup de monde actuellement à l'Élysée. Il est, m'a dit un de ses visiteurs, ouvert à toutes les propositions. D'ailleurs, François Bayrou en fait ce matin dans le Figaro. Ce que dit François Bayrou, c'est en gros, les taxes vont encore augmenter en janvier sur l'essence et le gasoil. Est-ce que c'est une bonne idée? Sous-entendu, il vaudrait mieux qu'elle n'augmente pas. Et de ce point de vue, c'est vrai que dans le climat actuel, on se dit, tiens, c'est gonflé d'augmenter encore les taxes de l'essence et du gasoil en janvier. Donc, il y a ce débat au sein du gouvernement qu'Emmanuel Macron va arbitrer, mais pas n'importe quand, sans doute au début de la semaine prochaine, parce qu'il faut laisser passer la journée de samedi. Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes à Paris? Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Est-ce qu'il y aura de la violence? Ce mouvement menace l'équilibre de la société française et menace aussi la cohésion du gouvernement. On fera le point dimanche, mais vraiment tout le monde a très peur aujourd'hui au sein de l'exécutif. Oui, des images où les policiers, les CRS sympathisent avec les manifestants, c'est exceptionnel. Par exemple, c'était samedi à Paris, toutes ces images sont sur les réseaux sociaux, une colonne de CRS qui passe entre deux rangées de manifestants. Les manifestants, les gilets jaunes, applaudissent les CRS. Et que font les CRS? Ils ont des petits signes de sympathie comme ça pour les manifestants. Coucou. Et ça vous choque? Ah, mais moi, j'ai jamais vu de CRS faire ça. Parce que les CRS, si vous voulez, en général, ils ont le casque, et puis les manifestants, ils leur tapent dessus plutôt qu'ils leur font des petits coucous. Une autre image qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, alors en province samedi, on ne sait pas où, ce sont deux motards de la police nationale. Il y a une centaine de gilets jaunes autour d'eux. Ils descendent de la moto, ils enfilent leur gilet jaune, marqué police, ils remontent sur la moto et ils sont acclamés de longues minutes par les manifestants qui ont bien compris qu'il s'agit là d'un geste de solidarité. C'est une image assez stupéfiante. Beaucoup d'autres images où des policiers serrent la main de manifestants et on voit qu'il y a une sympathie mutuelle. Et puis, beaucoup d'histoires sur Twitter et sur Facebook, mais là, invérifiables, qui assurent que des policiers en civil profitent de leur jour de congé pour aller bloquer les routes. Alors bien sûr, on peut dire que les policiers sont des citoyens comme les autres. Carburant, c'est ça. Mais quand ils travaillent, il y a un droit de réserve. Bien sûr, voilà. Les policiers, ce sont des fonctionnaires aux revenus modestes, donc ils partagent des préoccupations communes avec les gilets jaunes. Mais en même temps, l'ordre républicain, ça ne se divise pas en tranches de saucisson. Il est évident que la police ne peut pas être, mais pas du tout, pas une minute, du côté des manifestants. La police, elle est là, et si les policiers ne veulent pas, il faut qu'ils fassent autre chose pour appliquer les consignes du gouvernement, les ordres du gouvernement. Quels que soient les manifestants. Mais bien sûr, c'est inimaginable qu'il en soit autrement. Alors au ministère de l'Intérieur, on minimise tout, toutes les images. Bon, on dit, par exemple, et ils ont raison, au ministère de l'Intérieur, j'ai discuté hier soir, pas un policier n'a pas appliqué un ordre. Tous les ordres ont été appliqués. C'est vrai. Encore qu'on peut s'étonner quand même de la facilité avec laquelle les manifestants ont franchi les barrages samedi matin des Champs-Élysées qui étaient réputés interdits aux manifestants. Mais passons là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes atypique, que nous n'avons jamais vu en France, met les institutions à la
torture, ça conteste jusqu'à la légitimité de l'État quand on conteste l'impôt. Eh bien, la police n'échappe pas à cette torture. Et les scènes de sympathie qu'on a vues à l'égard des manifestants étaient des scènes inédites qui peuvent poser problème si elles se renouvellent et si elles se multiplient. Il est temps, vraiment temps, qu'Emmanuel Macron trouve une issue à cette crise. Et ce n'est pas facile, parce que cette crise des Gilets jaunes pourrait emporter beaucoup de choses avec elle. Un discours d'Emmanuel Macron va-t-il suffire à apaiser les Gilets jaunes ? Non, sans doute pas à les apaiser, mais est-ce qu'un discours peut créer l'amorce d'un dialogue ? C'est ce que recherche Emmanuel Macron ce matin à 10h30 avec ce discours qu'il va prononcer sur la transition énergétique. Un discours prévu depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de déterminer la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables dans la France de 2040. Mais évidemment, comme l'actualité a rattrapé Emmanuel Macron, il va introduire d'autres choses dans ce discours qui sont des réponses directes avec certaines aides, on en a parlé sur l'antenne d'Europe 1, pour aider à la transition écologique, et puis des choses plus indirectes, plus compliquées à comprendre, mais que je vais vous expliquer. Par exemple, la création d'une instance chargée de discuter de la transition écologique qui pourrait être baptisée, on verra bien, au Conseil climatique. Alors a priori, c'est très loin des revendications des Gilets jaunes, mais il y a un lien. Ce Haut Conseil pourrait être constitué de représentants syndicaux, d'experts en matière de climat, d'élus locaux, de représentants des consommateurs, pourquoi pas des représentants des Gilets jaunes, puisqu'ils viennent de se doter de 8 porte-paroles. Et de quoi discuterait ce Conseil ? De la fiscalité écologique, notamment, parce qu'il en faut pour financer la transition écologique qui coûte cher. Et dans ce cadre-là, seraient étudiées les mesures pour compenser auprès des populations difficiles la hausse des taxes, et donc éviter que ne se reproduisent les colères qu'on a connues. Mais le gouvernement pourrait aussi, à ce moment-là, ce serait une forme de concession qu'il ferait aux Gilets jaunes, demander à ce Haut Conseil, quand il sera installé, de valider ou pas l'augmentation des taxes prévues sur le gasoil et l'essence, 7 centimes et 3 centimes, au 1er janvier. Et donc, sans le dire vraiment, le gouvernement pourrait faire une marche arrière sur cette hausse des taxes annoncées, ce qui serait une concession aux Gilets jaunes. C'est par là que le Haut Conseil peut être utile pour résoudre la crise politique. Un Haut Conseil avec des personnalités indépendantes, en fait, c'est ça, pas politique. Oui, personnalités indépendantes. Des spécialistes. Oui, mais surtout qui pourraient prévenir le gouvernement et puis informer aussi mieux la population sur la hausse de la fiscalité. Et à partir de là, il y a deux visions, une vision optimiste et une vision pessimiste. Cette petite offre de dialogue suffit, d'ici 8 jours, 15 jours, à dégonfler un peu la colère et les barrages cessent. Il faut bien dire que les Gilets jaunes ne pourront pas reproduire tous les samedis ce qu'ils ont fait samedi dernier. Et même si l'impact de la crise des Gilets jaunes demeurera et affectera le quinquennat, les choses peuvent reprendre plus ou moins leur cours normal. Ou alors il y a une vision pessimiste, cette offre de dialogue en quelque sorte est balayée par le mouvement et les blocages continuent, la violence continue, et là on entre dans l'inimaginable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce qui va se produire. Le point de non-retour en fait. Oui, et puis avec peut-être des conséquences très graves. On voit bien que la démocratie est très perturbée par ce mouvement. L'économie l'est, mais la démocratie aussi. Donc optimisme ou pessimisme, dire cela montre bien l'enjeu du discours que prononcera tout à l'heure à l'Élysée à 10h30 Emmanuel Macron. Le chef de l'État a concédé quelque chose, à défaut de supprimer les taxes prévues sur le carburant début janvier. Il a quand même dit qu'un mécanisme serait mis en œuvre pour essayer de contenir les prix de l'essence. Mais ça ne suffit pas, parce que tout le monde comprend bien que le mouvement des Gilets jaunes est passé à autre chose. C'est d'ailleurs pour saisir cette autre chose, ou tenter de le saisir, qu'Emmanuel Macron a proposé des discussions décentralisées sur l'ensemble du territoire. Pendant 3 mois, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit l'idée. On reproche à Emmanuel Macron de tout décider tout seul. Alors il dit, réunissez-vous, prenez la parole, faites remonter des idées, on fait le point dans 3 mois, ça réintroduit en plus... gagne du temps aussi. Oui, ça gagne du temps. Ça, c'est un peu cynique, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait pour ça, en fait. Ouais. Je pense qu'il a fait aussi pour que les gens parlent, parce que ça détend toujours un peu l'atmosphère quand les gens parlent, et puis il réintroduit ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les associations, les syndicats. Donc, mais en même temps, parler de quoi ? Parler, a dit le chef de l'État dans son discours, des conséquences de la transition écologique. Bon, personne ne comprend rien. Bon, moi je veux bien qu'on en parle, mais en fait, de quoi on parle exactement ? On ne sait pas. Les Gilets jaunes, ils veulent qu'on parle d'une chose simple, que le président de la République a acté d'ailleurs dans son discours d'hier. Les salaires qui sont trop bas, et on ne finit pas la fin de mois. Les retraites qui sont trop basses, et on ne finit pas la fin de mois. Le chef de l'État, qui est un homme intelligent, qui est capable de synthétiser tout ça, a une formule assez forte. Il a parlé des vies empêchées. Comment on fait pour que des vies empêchées ne le soient plus ? C'est quand même une question assez dramatique, au fond. C'est celle-là que les Gilets jaunes veulent voir traitée. Mais c'est une question impossible à traiter, parce qu'il y a 50 ans, mai 68, ça se termine en augmentant le SMIC de 30%. C'est inimaginable aujourd'hui. Les petites retraites, personne ne peut les augmenter. Au contraire,
contraire... Il demande un SMIC à 2000 €, pardon de vous interrompre. Oui, bien sûr, donc ça, le SMIC à 2000 €, enfin, bien sûr, idéalement, c'est formidable, mais là, les entreprises, elles ne tiendraient pas le coup. Les petites retraites, on est en train de faire une réforme des retraites parce que les équilibres financiers sont menacés. Donc, on voit bien que le discours n'atteint pas ces objectifs-là parce qu'ils ne sont pas atteignables. Du coup, les Gilets jaunes disent quoi? Ils disent un truc effrayant. Tous les samedis, on sera sur les Champs-Élysées. Mais on ne peut pas imaginer que tous les samedis se produira ce que s'est produit samedi dernier, c'est-à-dire cette violence. Donc l'hypothèse même que le mouvement des Gilets jaunes s'étiole dans la rancœur et l'amertume est très forte. Et ce matin, je pense qu'on peut comprendre cela. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, il est un tournant dans l'histoire de la société française. C'est une prise de parole pleine d'amertume et de désespoir qui se libère et qui va imprimer sa marque pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est avec ça que nous devons vivre et c'est beaucoup plus important qu'un fait d'actualité anodin. On se souviendra peut-être des Gilets jaunes aujourd'hui, comme on se souvient de mai 68 il y a 50 ans, mais pour des raisons beaucoup plus sombres, hélas. Jean-Michel Apathy, tous les regards se tournent aujourd'hui vers un seul homme. Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron doit, par son verbe, parce que c'est cela qui compte aujourd'hui, empêcher le renouvellement des violences qui nous ont choqués samedi, mais qui peuvent déstabiliser toute une société et toute une nation si elles se reproduisent. Donc, l'objectif d'Emmanuel Macron, plus facile à définir qu'à atteindre, c'est de faire en sorte que les Gilets jaunes n'aient plus de raison de manifester samedi prochain. C'est aussi simple que ça, du moins simple à dire. Donc, une réflexion est en cours à l'Élysée. Que va-t-il en sortir? On n'a pas d'informations précises aujourd'hui. Ce qui apparaît certain, c'est qu'Emmanuel Macron va s'exprimer de manière solennelle dans la semaine, et là, il n'a pas le droit à l'erreur, il a loupé son discours la semaine dernière, il ne peut pas le louper cette semaine. Une question complémentaire est posée à Emmanuel Macron, est-ce que les décisions qu'il prendra, s'il en prend, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de sa réflexion, lui permettront de continuer à travailler avec Édouard Philippe ou pas? Édouard Philippe a fixé au moins une ligne rouge, ne rien changer à la fiscalité de l'essence, puisque l'augmentation du gazole et de l'essence sont prévues le 1er janvier prochain. Donc, si Emmanuel Macron veut continuer à travailler avec Édouard Philippe, il ne doit pas toucher à cette fiscalité, alors que les Gilets jaunes demandent son remplacement, ou son annulation d'ailleurs. Autour d'Emmanuel Macron, on suggère, pourquoi pas, de se séparer d'Édouard Philippe, mais remplacer Édouard Philippe par qui? Ça, ce n'est pas évident. Donc l'objectif, c'est d'éviter le renouvellement des violences. À ce propos, il faut revenir sur la distinction que l'on fait, dans les médias notamment, mais pas seulement, entre les casseurs et les Gilets jaunes. Ce que nous a appris la journée de samedi, parce qu'elle nous a appris une chose, c'est que cette distinction n'a aucune pertinence. Les Gilets jaunes ont été aux côtés des casseurs dans la journée de samedi à Paris, et on voit le résultat. En province où il n'y avait pas de casseurs, des Gilets jaunes sont devenus des casseurs. Les dégâts sont considérables à Toulouse, à Bordeaux, au Puy-en-Velay, à Avignon. Partout en France, on constate que la violence est désormais au cœur du mouvement et qu'elle est encouragée, parce que justifiée, par des responsables politiques. Et c'est dans ce climat de complaisance... Comme qui, par exemple? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, Laurent Wauquiez. Et ça, c'est inadmissible, évidemment. Dans ce contexte-là, c'est avec une complaisance inouïe, vraiment jamais observée, qu'on voit les dirigeants du mouvement des Gilets jaunes appeler encore aux manifestations samedi. Et s'il y a des manifestations samedi, il y aura des violences. C'est une irresponsabilité totale qui est en train de s'installer avec une complaisance qui est coupable. On ne doit jamais, dans une démocratie, être complaisant avec la violence. Vous vous rendez compte, on a 3 semaines de blocage, de manifestations, une journée de samedi prochain qui nous fait peur à tous parce qu'on n'a pas envie de revivre les violences et malgré tout nous n'avons aucun, c'est incroyable ça, interlocuteur crédible pour représenter un mouvement qui génère une violence immense et qui menace l'économie de la nation. C'est une forme d'irresponsabilité politique que nous n'avons jamais connue, qui ne correspond à rien de ce que nous enseignons dans la société en général, et bien entendu, cela complique la sortie de crise. Pourquoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas être représenté? Parce que l'ouvrier qui a enfilé un gilet jaune et qui demande l'augmentation du SMIC pour finir ses fins de mois n'a pas de pire adversaire que le commerçant ou l'artisan qui a aussi enfilé un gilet jaune, mais qui ne veut pas de l'augmentation du SMIC, parce que sinon il a peur de déposer le bilan avec sa petite entreprise. Et ce commerçant ou cet artisan, lui, ce qu'il veut, c'est une baisse des charges. Et il se moque bien que la baisse des charges pénalise la sécurité sociale parce que ça va la priver de recettes,
dont profite l'ouvrier qui a enfilé un gilet jaune. Le mouvement des gilets jaunes, pour le dire simplement, c'est un vaste bazar où on trouve tout et son contraire. Un autre exemple, on présente ce mouvement comme un mouvement luttant contre les inégalités. Pamela Anderson, l'actrice d'Alerte à Malibu, a fait 3 tweets hier, parce qu'elle s'intéresse à la politique française vu qu'elle vit avec Adil Rami, le joueur de football marseillais. Dans ces 3 tweets en américain, elle explique qu'elle soutient le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il lutte contre les inégalités. Foutaise. Pamela Anderson, pas plus d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, ne lise les cahiers de doléances des Gilets jaunes partout en France, il y en a des dizaines. Eh bien, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, 2 cahiers sur 3 revient cette mention, il faut en finir avec l'assistanat. Ah ben ça, c'est une politique anti-inégalitaire si on supprime le RSA, les aides au logement et compagnie. Mais c'est de la foutaise de penser que ce mouvement est anti-égalitaire. Alors heureusement, il y a Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle fait la synthèse de toutes les contradictions. Elle était reçue hier par Édouard Philippe et dans la cour de l'hôtel Matignon, Marine Le Pen, c'est simple, plus démagogue qu'elle, il n'y a pas, elle dit oui à tout, on l'écoute. Nous lui avions indiqué qu'il fallait une baisse du prix de l'électricité et du gaz, la suppression de l'augmentation des taxes sur l'essence et le gasoil, une augmentation des salaires minimums et retraites minimum. Ben voyons, hein, on dit oui à tout. S'il y avait une musique qui symboliserait Marine Le Pen ce matin, ce serait celle-là. Voilà, on avait perdu le Père Noël et on a retrouvé la Mère Noël. Jean-Michel Apathy, le gouvernement a voulu jouer la carte de l'apaisement hier en proposant un moratoire sur les taxes du carburant, mais visiblement, jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Quand on écoute les réactions des Gilets jaunes, non, apparemment ça ne suffit pas. Et d'après ce qu'ils disent, beaucoup de ceux qui sont interrogés veulent aller manifester à Paris, en province, là où il y aura des manifestations. Mais mettez-vous dans la tête des Gilets jaunes, le Premier ministre a commencé à reculer hier. Et donc ils se disent, il faut maintenir la pression pour attraper quelque chose de plus, l'augmentation du SMIC, la baisse des charges. Et puis, objectivement, Édouard Philippe a commis une erreur hier. Il parle de suspension à propos des taxes sur l'essence. Mais les gens ne sont pas fous. Si c'est suspension, ça va revenir. C'est pas l'annulation, hein, c'est ça. C'est annulation. On sait qu'une suspension, en général, ça revient pas. Ça revient. Donc le Premier ministre a fait la moitié du chemin et en s'arrêtant au milieu, il incite les gens à aller manifester pour pousser le Premier ministre à aller jusqu'au bout. Emmanuel Macron fait une erreur. Alors, colossale, grossière. Pourquoi ? On a appris hier qu'il ne prendrait pas la parole avant samedi. Mais alors il donne un double effet. D'abord, il se planque. C'est l'effet qu'on a. Donc ça l'affaiblit à Emmanuel Macron. Et puis il n'est pas solidaire de son Premier ministre, puisqu'il ne s'exprime pas. Et donc ça affaiblit Édouard Philippe. Et dans un contexte de crise tel qu'on le connaît, ce sont des erreurs psychologiques qui poussent les gens à aller manifester ou à dire qu'ils ne sont pas d'accord, puisqu'ils voient qu'Emmanuel Macron lui-même est hésitant. Alors dans ce contexte, il y aura probablement des manifestations. Elles s'organisent à travers les réseaux sociaux.